Bonjour Madame la rectrice d'académie. Merci de nous recevoir dans votre bureau aujourd'hui. C'est au lendemain des annonces faites par le rectorat concernant les moyens d'enseignement alloués pour la rentrée 2022. Alors, quelles sont les priorités pour cette rentrée ? Ces moyens, c'est pour servir les priorités qui sont celles de notre ministre et de notre ministère. C'est d'abord les moyens pour le premier degré. On sait que c'est là que se construisent les apprentissages fondamentaux pour nos élèves. Il faut aussi lutter contre les difficultés scolaires à la racine. Et pour le faire, le ministère a souhaité le dédoublement des classes en CP, CE1. Cette année, on va le faire pour les grandes sections. Le plafonnement à 24 pour les classes en dehors de l'éducation prioritaire. La priorité, c'est aussi celle de l'école inclusive pour les élèves en situation de handicap. Les décharges pour les directeurs d'école, c'est un point très important parce que ce sont eux qui sont pilotes pédagogiques et qui accompagnent les familles dans les écoles. Dans un contexte, on y reviendra après, mais très particulier avec ce protocole sanitaire aussi. Alors c'est aussi une autre de notre priorité, c'est le remplacement. Améliorer les capacités de remplacement, en particulier dans le premier degré. Pour cela, nous avons obtenu 86 emplois supplémentaires. C'est des emplois qui s'ajoutent aux 140 qu'on avait eu déjà à la rentrée précédente. Et cela nous permet d'améliorer l'encadrement dans chacun des 5 départements de l'académie et bien sûr dans le Gard. Alors sur ces 86 moyens supplémentaires, donc il y en a 69 pour le département de l'Hérault. Alors si je compare les départements du Gard et des Pyrénées-Orientales, on est à 7 chacun. Or, ce sont 2 départements où les effectifs passent du simple au double. Alors ce qu'on aimerait bien savoir, c'est le mécanisme finalement de cette répartition des nouveaux postes. C'est toujours effectivement une mécanique particulière qui vise, en fait, et c'est ça notre objectif, une équité vis-à-vis de tous les élèves. L'équité vis-à-vis de tous les élèves nous amène à regarder comment on peut améliorer le taux d'encadrement dans chacun des départements, et puis aussi comment on peut l'améliorer dans ceux des départements où ce taux d'encadrement est le plus faible. Alors, pour cette année, cette répartition, elle correspond aux chiffres que vous avez indiqués. Le département de l'Hérault a un sous-encadrement, enfin un encadrement plus faible de longue date, donc il faut rattraper progressivement. Et puis pour le département du Gard, donc c'est un département qui aujourd'hui est à 5,6 professeurs pour 100 élèves et on va arriver à 5,755. C'est-à-dire que c'est une amélioration. Est-ce que ça suffira justement, je parle pour le Gard puisque c'est le département qui nous concerne, est-ce que ces 7 postes suffiront pour assurer les remplacements? C'est un petit peu ce que pointent du doigt les syndicats de l'éducation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous faisons la répartition entre les départements, bien sûr, c'est la première étape d'un travail qui est fait ensuite dans chacun des départements par les DAZEN, par les inspecteurs de circonscription, en lien avec les communes, en fonction des prévisions d'effectifs. Parce qu'une moyenne départementale, c'est aussi ici des augmentations d'effectifs et là, au contraire, des baisses. Et donc, c'est tout le travail de construction de la carte scolaire qui sera présenté devant les instances avec les organisations syndicales, qui sera présenté aussi devant les élus, dans l'instance compétente présidée par le préfet et avec le DAZEN dans les prochaines semaines. Alors justement, juste avant notre rencontre, on a contacté des syndicats qui nous font part de fuites d'ores et déjà concernant cette carte scolaire, des fuites concernant des fermetures de classes dans le département. Est-ce qu'il faut s'y attendre? À quelles mesures, surtout sur ce département, le Gard? La priorité, comme je l'ai dit, c'est d'abord d'améliorer le taux d'encadrement et notamment dans les classes où les élèves vont avoir leurs savoirs fondamentaux. Alors c'est le CP et CE1 avec la lecture, l'écriture, le calcul, mais c'est aussi la classe de grande section en maternelle qui est une classe où les élèves acquièrent le langage. C'est très important parce que c'est ce qui prépare l'apprentissage de la lecture. La priorité, donc, sera plafonnement à 24 pour les classes de grande section, dédoublement aussi dans l'éducation prioritaire, ouverture de classes Ulysse
pour les élèves en situation de handicap et là où nous avons besoin. Et le bilan d'une carte scolaire, c'est toujours à la fois des ouvertures et des fermetures, mais pour aller vers améliorer le taux d'encadrement globalement et puis répondre à ces priorités qui sont des priorités d'équité entre les élèves et puis aussi de renforcement de l'encadrement, en particulier dans ces classes de CP, CE1 et de grande section. Donc d'ores et déjà, on prévoit des fermetures de classes et des ouvertures. Autant que de fermetures. Alors, le travail n'est pas terminé. Le travail n'est pas terminé. Comme je vous le disais, c'est vraiment un travail qui est fait sur le terrain, dans le dialogue avec les collectivités, avec les communes. C'est un travail qui est fait en finesse, en fonction des prévisions d'effectifs, école par école, niveau par niveau. Ce travail de finesse, il sera présenté par le DAZEN devant les instances, mais il n'est pas terminé à l'heure où je vous parle. Si j'insiste sur cette question, c'est que vous n'êtes pas sans l'ignorer, mais il y a un contexte qui est très tendu en ce moment. Jeudi dernier, il y a une manifestation, une grève du personnel de l'éducation nationale. Une autre est prévue ce jeudi. Dans la rue, on a entendu des mots comme mépris, comme désespoir. Quelle réponse vous pouvez apporter, vous, de votre côté, à ce genre de sentiment qui est exprimé dans la rue, qui s'exprime dans la rue? Alors c'est une situation qui est d'abord exceptionnelle et bien sûr je suis tout à fait sensible d'abord à cette mobilisation. Je dialogue très régulièrement avec les organisations syndicales. Je les ai vues dès le mardi 4 janvier, je les ai revues hier, je les avais vues vendredi dernier et je prends évidemment tout le temps nécessaire pour échanger avec eux. Situation exceptionnelle parce que ce variant Omicron touche vraiment une proportion très importante de la population, mais aussi des élèves, et une proportion, heureusement, de cas pas graves, en particulier pour les personnes qui sont vaccinées. Mais ça produit des absences de professeurs, des absences d'élèves, et évidemment une forme de difficulté pédagogique pour les professeurs, et je comprends leur lassitude. C'est tout à fait préoccupant. Alors, quelle a été... Je me permets de vous couper, mais c'est surtout de ce qu'on entend, de ce qu'ils nous disent, c'est surtout qu'à chaque fois, le protocole est appliqué, est présenté la veille pour être mis en place le lendemain. C'est surtout ça, cette urgence-là qui devient épuisante, j'ai l'impression pour eux. Notre rôle, c'est vraiment d'informer, d'expliquer, d'être à l'écoute des organisations syndicales et puis de mobiliser des moyens. Alors, je voudrais vous en parler parce que précisément les moyens qu'on est en train de mettre en place sont des moyens de renforcement spécifiques en ce moment et pour tout le printemps et peut-être jusqu'à l'été pour certains. Nous sommes en train de recruter des professeurs contractuels sur des contrats 6 mois, ce qui les mènera jusqu'à l'été. Ce seront pour des jeunes qui ont un niveau master, une capacité aussi de s'orienter vers les métiers de l'enseignement et on les aidera. C'est aussi des recrutements de personnel de vie scolaire. Vous savez, les adjoints d'éducation, les AED. Donc nous avons eu une notification de 57 postes supplémentaires qu'on est en train de recruter auprès des établissements scolaires pour renforcer les équipes de vie scolaire. C'est aussi du personnel administratif dans chacune des circonscriptions du premier degré. Nous avons mis un personnel administratif supplémentaire pour aider à la gestion de cette situation sanitaire. Puis on a aussi pris des mesures qui sont des mesures pour alléger les tâches, pour reporter les formations ultérieurement, pour reporter les évaluations dans le premier degré, les évaluations des élèves qui ont lieu en CP normalement à cette période de l'année, pour faciliter la tâche des professeurs sur le terrain. Donc c'est vraiment une écoute, une mobilisation de moyens, une communication qui est effectivement la plus régulière possible. Et je verrai les organisations syndicales tous les 15 jours dans cette période pour les tenir informés du déploiement de ces mesures et puis aussi de l'évolution de la situation dont on espère bien sûr la traverser ensemble du mieux possible. Et je sais que c'est difficile, je pense aussi aux parents pour qui c'est compliqué. D'ailleurs, le Premier ministre a annoncé une simplification du protocole qui était la demande des parents pour éviter qu'ils soient perturbés par devoir être dans des files d'attente pour faire des tests PCR. Donc maintenant, c'est des autotests accessibles pour eux et avec les préfets,
avec l'Agence régionale de santé, nous faisons en sorte que dans les pharmacies, ces autotests soient accessibles pour tout le monde. Pour le second degré, sur les mesures, sur les annonces faites hier, ce sont 115 équivalents temps plein. Quelle sera la répartition? On reparle encore du Gard. On voudrait savoir la répartition sur ces 115 équivalents temps plein pour le département. Alors pour le second degré, les moyens sont répartis directement du niveau académique, pour l'ensemble des lycées en particulier, mais aussi bien sûr des collèges, en s'appuyant sur l'analyse que nous proposent les DAGEN dans les départements. Priorité d'abord à une évolution de l'offre de formation, c'est important d'ouvrir de nouvelles formations, d'accompagner la montée en charge de nouveaux lycées aussi. C'est aussi des moyens pour l'école inclusive. Nous allons ouvrir 11 classes Ulysse, y compris en lycée professionnel, et ça a été salué par les organisations syndicales. C'est aussi une priorité pour les lycées généraux et technologiques qui sont de petite taille, qui sont en milieu rural ou qui ont une population scolaire plus fragile. Donc j'ai une enveloppe dédiée à cela qui permet de soutenir ces lycées pour qu'ils aient une offre d'enseignement de spécialité riche, des enseignements de spécialité rares, qu'ils puissent aussi proposer des options et être plus forts en fait, malgré les difficultés particulières qui sont les leurs. Donc c'est ce que nous déclinons pour cette année avec ces 115 moyens d'enseignement, dont 21 postes. Comment vous envisagez cette rentrée 2022 ? Alors d'abord, avant la rentrée que nous préparons maintenant, c'est vrai, comme d'habitude, il y a d'anticipation et tout un travail mené pour préparer la rentrée scolaire. Mais avant cette rentrée, il y a une mobilisation majeure qui est la nôtre, avec les moyens supplémentaires que j'ai cités, les 57 postes d'adjoints d'éducation, les contractuels que nous sommes en train de recruter, et il y aura aussi des recrutements de titulaires sur les listes complémentaires. Oui, parce que c'est ce que demandent les organisations syndicales. Je ne me fais pas porte-parole de ces organisations. Mais c'est vrai qu'annoncer des contractuels, pour eux, ce ne sont pas des titulaires. Et pour eux, le plus important, ce serait d'avoir des titulaires. C'est vrai que pour faire face à la crise sanitaire et aux besoins de remplacement en ce moment, et on espère bien passer à travers cette crise sanitaire et la dépasser et trouver qu'elle soit enfin derrière nous. Mais pour faire face, il faut augmenter notre capacité d'enseignement, notre capacité de remplacement immédiatement. Donc ça, c'est par un recrutement de contractuels. Les titulaires que nous recrutons, et nous allons le faire sur la liste complémentaire pour le premier degré, ce sont des personnes qui sont recrutées pour les 30-40 prochaines années. Donc ça s'inscrit dans la durée, de manière pérenne, en fonction des évolutions des effectifs. Et les 86 postes dont je vous ai parlé pour le premier degré, ce sont bien des recrutements de titulaires ouverts au concours et qui permettent de renforcer le taux d'encadrement dans les écoles, de renforcer notre action pour l'école inclusive, de renforcer les décharges pour les directeurs d'école et donc finalement d'améliorer la situation, en particulier dans le premier degré, mais aussi dans le second degré avec les 115 moyens d'enseignement pour l'académie. L'académie de Montpellier est la 5e sur le territoire métropolitain à avoir un niveau d'accompagnement de cette nature. Une dernière question, Madame la rectrice. Est-ce que vous diriez que les élèves, du premier jusqu'au lycée, les élèves depuis 2 ans sont sacrifiés en termes d'enseignement, malgré, on le sait, la continuité pédagogique, mais quand même, ce ne sont pas des cours classiques, on le sait très bien. Alors c'est une période évidemment particulière, exceptionnelle, que nous garderons en mémoire. Je sais et j'ai tout à fait conscience que pour les élèves, et en particulier au printemps 2020, quand les écoles étaient fermées, rappelons-nous ce que ça a été pour les élèves, pour les familles, pour les professeurs aussi. Mais rappelons-nous aussi que grâce à l'engagement des professeurs, grâce à l'engagement des équipes de direction dans les établissements, dans les écoles, grâce à l'engagement des personnels administratifs, mais aussi des personnels des collectivités territoriales, notre pays est celui qui a gardé les écoles ouvertes le plus possible. Et c'est une chance pour nos élèves, même si c'est une période particulière, même s'il y a des contraintes. Et le port du masque, c'est quand même vraiment une chance pour nos élèves par rapport à des pays qui ont fermé pendant des semaines et parfois même des semestres entiers leurs écoles. Donc cette chance-là,
C'est important de la préserver. Notre mobilisation, la solidarité qu'est la nôtre, avec nos professeurs, avec nos personnels, avec les collectivités. Je veux saluer l'effort des collectivités qui sont en train de déployer des capteurs de CO2 dans l'ensemble des écoles. Les collèges, les lycées, c'était déjà en cours, mais c'est aussi les écoles qui en ont besoin. Avec l'aide de l'État que nous leur mettons à disposition, il y a une enveloppe de 20 millions d'euros. Tout cet effort, c'est pour qu'ensemble, on traverse cette crise sanitaire et qu'on puisse préserver cette chance de garder nos écoles ouvertes pour nos élèves qui en ont bien besoin. Merci Madame la rectrice. Merci à vous.